Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette principale édition de 19h30 sur TBS, votre chaîne qui voit plus loin, toujours plus loin. Les titres de ce journal. Le président Ali Bongo Ondimba a reçu au Palais du bord de mer le doyen du département de médecine de l'université d'Harvard. Clôture du séminaire de restitution et l'inspection de l'ensemble des appareils de mesurage et de comptage de la production pétrolière. Par ailleurs, nous parlerons également du mariage chez les musulmans. Tels sont les titres et les détails dans un instant. Centenaire de l'arrivée du docteur Albert Schweitzer à Lambaréné, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, reçoit le doyen du département de médecine de l'université d'Harvard. Au menu, les préparatifs de l'événement, le point avec nos confrères de la presse présidentielle. C'est une délégation de 2 éminents professeurs de l'université d'Harvard, conduite par le doyen du département de médecine, qui a été reçu par le président de la République. Le professeur Mark Zeidel est allé faire le point des préparatifs du centenaire de l'arrivée du docteur Albert Schweitzer à Lambaréné. Occasion pour le chef de l'État Ali Bongo Ondimba de débattre avec son hôte des aménagements à exécuter à Lambaréné pour rendre la ville du Grand Blanc plus coquette et que son action en faveur de la santé soit une référence. Nous avons discuté avec son Excellence le Président comment nous sommes en train d'avancer au centenaire de l'hôpital Schweitzer à Lambaréné et nous avons précisé tous les détails, comment assurer que Lambaréné à l'avenir peut être modèle pour le pays et le monde, comment avancer à propos de la santé, y compris les soins des malades, ça c'est la priorité, mais aussi la recherche et la formation. Et nous avons mon chef de Harvard qui est ici pour exprimer le fort intérêt de Harvard, notre CHU à Harvard, Beth Israel Deaconess, pour engager avec les ressources humaines et la formation des médecins, des infirmiers, des infirmières et autres du Gabon, pour que le Gabon pourra avoir à l'avenir tous les experts de la santé et les médecins nécessaires pour que le Gabon sera modèle pour l'Afrique des soins des malades. Tout un programme que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba s'apprête à réaliser pour faire de Lambaréné une destination enviable. Les populations du quartier Plein Ciel vivent dans l'inquiétude suite aux multiples accidents de circulation enregistrés sur l'axe Plein Ciel échangeur d'Awenji. Le point avec Arnaud Bassibabita et Jerry Murumuna. Situation étrange au quartier Plein Ciel sur la voie express. Ici, le sentiment le plus déconcertant dans la conscience collective se rapporte à la multiplication des accidents de circulation enregistrés presque toutes les 48 heures. Nous sommes déjà fatigués ici dans le quartier de Plein Ciel à cause de ce béton-là. Par semaine, s'il n'y a eu pas des accidents, c'est au moins 6 fois. Qui veut dire qu'il peut y avoir même l'autre vient de faire tonneau, l'autre vient encore refaire encore. Donc, qui veut dire qu'il y a au moins 3 accidents, 4 accidents par jour à cause de ce béton-là. Même à partir de 1 h du matin, ça nous traumatise. Même quand vous dormez, vous comprenez seulement, il y a déjà une voiture qui a déjà fait tonneau. Vous êtes obligé de vous réveiller pour venir aider la personne qui se trouve dans la voiture. Rien que hier, il y a eu encore 2 tonneaux sur place. L'une des causes de ces accidents se trouverait être l'obscurité qui prévaut une fois la nuit tombée sur l'axe Belle Peinture échangeur d'Awenji. On appelle ça les bétons de malheur. Tous les jours que Dieu fait, il y a des accidents. Nous sommes traumatisés, on a des enfants qui vont à l'école. Tous les jours, les accidents, tous les jours. Hier d'abord, 5 voitures. On va se manquer à lever, on va se manquer à lever, on va se manquer à lever. Donc s'il vous plaît, le président de la République, le ministre des Travaux publics, pardon, viens nous enlever les bétons là. Parce que c'est la population qui est en train de mourir là. Voilà une préoccupation majeure de sécurité routière qui se doit d'être réglée par les pouvoirs publics car les pertes en vie humaine et les dégâts matériels sont devenus trop fréquents, comme qui dirait trop c'est trop. L'ombre de Steve planerait à jamais dans cette usine de transformation de bois, ce dernier ayant trouvé la mort mardi dernier de suite d'un accident de travail. Et par solidarité de groupe, les employés de cette société ont décidé d'un arrêt de travail en signe de deuil. Efobioko Ezo et Jerry Murumuna pour le compte rendu. 48 heures après la disparition d'un employé de Pogab, Steve Nyengomien, broyé par une machine. C'est une atmosphère de deuil qui prévaut dans cette usine de transformation de bois située au Vendo.
Et au vu des conditions dans lesquelles cet employé a trouvé la mort, le personnel n'ose plus reprendre le chemin du travail. C'est ainsi que dans l'optique de dissiper tout malentendu au sujet de la mort de leurs collègues que le personnel a jugé utile d'observer une période de deuil qui nécessite forcément un arrêt de travail. Bon, en fait, c'est d'abord, si vous allez bien remarquer, on est attristé par la perte d'un de nos collègues qui est survenu l'année dernière. Comme si vous le savez, on travaille en 3 cadres, en 3x8. Et au regard de cela, il serait pour moi assez peut-être difficile de pouvoir élucider les conditions dans lesquelles est décédé notre copain. Mais ce qu'il faudrait signaler, c'est que les conditions de sécurité au sein de notre entreprise ne sont vraiment pas ce qu'on espère vraiment. Sinon, je crois qu'on ne serait pas arrivé à ce stade. La quasi-totalité des usines de transformation de bois du Gabon brille par le manque de politique sécuritaire du personnel, malgré la mise en place depuis décembre 2011 de l'arrêté 1494 sur les conditions de travail des emplois du secteur bois. Mes collaborateurs sont passés sur le terrain pour mener, n'est-ce pas, une enquête sur les conditions de travail. Et ils ont dressé un rapport. Mais c'est dans le cadre normal du fonctionnement d'une institution du travail. Nous passons régulièrement, nous faisons des observations de mise en demeure et après, lorsqu'on se rend compte que l'employeur, n'est-ce pas, ne veut pas tenir compte, n'est-ce pas, des observations qui faites, bon, qu'est-ce qu'on fait? Nous dressons un protocole de conscience d'infraction. Mais ce n'est pas l'endroit où je vous dis, n'est-ce pas, ce qu'on fait, les rapports qui sont dressés après les contrôles. Le mutisme qu'observe la direction générale de Pogab suite à cet accident mortel pourrait être lourd de conséquences sur le plan de la rentabilité de l'entreprise et sur d'autres facettes. Le mépris ainsi constaté vis-à-vis des employés et des hommes des médias confirme l'adage qui se dit à Pogab que le bois a plus de valeur qu'un être humain. Affaire à suivre. Suite à l'accident survenu à Pogab, les conditions de sécurité des employés du secteur bois se révèlent être une réelle préoccupation. Inès Ibinga de la Savantiri Murumuna pour les détails. Cet énième cas d'accident vient remettre sur la table la problématique de la sécurité au travail. L'arrêté gouvernemental numéro 1494 portant sur les conditions de travail dans les entreprises du secteur bois semble ne pas être respecté par l'ensemble des sociétés de transformation du bois, ce qui laisserait à croire que le bois serait plus important que l'être humain. À la question de savoir dans quelles conditions travaillent les employés de ce secteur, il en ressort ce qui suit. C'est là où il était. Et vous voyez très bien que ce tapis-là, s'il ne s'arrête pas, si on arrête on peut arrêter le premier tapis qui est là-bas, mais celui-là ne s'arrête pas. Alors comment pouvez-vous accepter qu'un être humain monte par ici pour travailler dans quelle sécurité, dans quelle mesure? Les machines étant dans un état défectueux, l'inspection du travail devrait jouer pleinement son rôle, afin d'amener les uns les autres à se conformer aux dispositions sécuritaires requises. Et c'est comme ça qu'ils ont l'habitude de travailler. Ils ont l'habitude de monter. Il y a bourrage, on leur demande d'aller secouer le bourrage là-bas pour débloquer le bourrage. Vous voyez, pendant que la machine tourne, ça ne s'arrête jamais. Hein? Et quand ils montent, là, hein, la machine tourne. Pour s'arrêter, il faut venir jusqu'ici. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Tu glisses, tu pars. Tout ce qui rentre là, c'est fini pour toi. Si c'était par ici, ça ne devait pas arriver. Ça ne devait pas arriver. S'il était sur ce tapis-là, ça ne devait pas arriver. Automatiquement, on l'arrête là. Juste le tapis s'arrête. Même si on pose la main comme ça, ça s'arrête. Mais il était là carrément au broyeur. Le calvaire vécu ici par les employés de Pogab n'est pas le premier en date, encore moins du genre. Des cas similaires ayant été enregistrés dans d'autres entreprises du secteur bois. Comment se déroule le mariage chez les musulmans? Pour se marier, les musulmans se conforment aux dispositions du Coran. Afi ayant sissou, fleuri à Siondo. Selon les écrits coraniques, Allah a instauré le mariage comme méthode pour peupler la terre. Avant l'arrivée du prophète Mahomet, il existait différents types de mariage. Cela étant refuté par le prophète, celui-ci a mis en place un mariage qui est appliqué aujourd'hui. L'imam Abdoulaye Saro explique cela. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Je commence mon parole par le nom d'Allah. Ce sont des mariages, le mariage qu'on appelait nikah ou al-badal, l'échange. Quelqu'un disait même à l'autre personne, donne-moi ta femme, je te donne ma femme pour quelque chose. Des mariages de contrat.
quelqu'un prend une femme et l'islam a interdit ça. Le seul que l'islam a accepté, et c'est le mariage. Tu vois quelqu'un et tu vas voir ses parents et tu demandes la main. Pour qu'il y ait mariage, il faut surmonter 4 étapes. Et la religion musulmane permet aux hommes d'avoir plusieurs femmes. Et il faut un wali, celui qui donne la femme. Ce n'est pas que quelqu'un avec la femme se rencontre seulement et l'aider à accepter de se marier. Ils font les mariages comme ça là, sans que le papa ou... Non, il faut les wali dans l'islam. Et aussi, il faut les shuhud, les témoins. Il faut qu'il y ait des gens qui seront témoins. Hein? Non. Il faut aussi la dot. Marier 1, 2, 3, 4. Si vous avez peur que vous ne serez pas juste entre les femmes, dans ces cas, il faut s'arrêter à 1. Il est à noter toutefois que le port d'alliance, communément appelé bague de mariage, n'est pas une pratique islamique. Il sera donc judicieux que tous les croyants pensent à se marier selon la volonté de Dieu. Le séminaire d'élaboration du guide de montage des projets, au 2e jour de cette rencontre, les séminaristes ont planché sur les travaux en atelier. Sur instruction de la Direction générale du budget, le séminaire s'achève vendredi prochain. Efrain Biogezo et Jerry Morumuna. Débuté le 10 avril, le séminaire d'élaboration du guide de montage des projets qui a pour objectif la formation et la sensibilisation sur les outils de la réforme budgétaire tenue à l'immeuble à Rambaud le 29 décembre 2011. Au 2e jour de cette rencontre d'échange, les séminaristes ont ainsi planché sur les travaux en atelier sur instruction du directeur général du budget. C'est sur la base de ces idées de projet, la démarche étant de partir de l'idée jusqu'au projet monté qui sera financé par ce budget d'investissement et mis en œuvre pour répondre aux développements du pays. Donc jusqu'à vendredi, on sera en train de travailler dessus et puis une validation sera faite par... Avant la grande boucle de ces travaux, prévus pour vendredi prochain, les séminaristes devront concevoir un document de projet sur la base d'une idée proposée par la Direction générale du budget, conformément aux indications du guide de montage. Le séminaire de restitution de l'inspection de l'ensemble des appareils de mesurage et de comptage de la production pétrolière organisé par la Direction générale des hydrocarbures a pris fin hier en après-midi. Le rapport de ces travaux avec Fleury à son nom. Le séminaire de restitution de l'inspection de l'ensemble des appareils de mesurage et de comptage de la production pétrolière qui s'est tenu hier à Libreville a clos ses assises par une recommandation du cabinet Messi à l'endroit des opérateurs économiques. Notre objectif, c'est de chercher à corriger les insuffisances constatées, comme d'ailleurs l'a relevé Messi, en demandant à chaque opérateur de nous dresser un plan des actions correctives et des mesures correctives, nous permettant de suivre pour connaître à court terme, à moyen terme, à long terme, ce que nous devrons faire ensemble pour que le comptage de la production se fait de manière acceptée et conformément donc à la réglementation internationale. Cette cérémonie de clôture a été rehaussée par la présence du ministre chargé du pétrole, de l'énergie et des ressources hydrauliques, Étienne Yodonengoubo, qui a rassuré aux séminaristes de la prise en compte par le gouvernement des conclusions de leurs travaux. Je peux d'ores et déjà vous assurer de la prise en compte dans le corpus réglementaire des conclusions de vos travaux qui devront, entre autres, se matérialiser par l'élaboration d'une réglementation conforme à la norme OIML R117, d'un plan d'action précis à court, moyen et long terme devant corriger les insuffisances relevées et aboutir à la création d'un centre de métrologie national. Le membre du gouvernement de fait a invité les participants à constituer un dossier technique pour chaque ensemble de mesurage. Ce plan d'action exigera la constitution d'un dossier technique pour chaque ensemble de mesurage, un plan d'essailement des ensembles de mesurage, des procédés et méthodes de calcul de la détermination de la production fiscale commun à l'industrie pétrolière.
Sensibiliser l'ensemble des partenaires impliqués dans l'exploitation pétrolière pour un meilleur comptage de production afin d'obtenir un volume fiable d'hydrocarbures et renforcer le dispositif réglementaire actuel, tels étaient les principaux objectifs de ce séminaire. Puissent toutes les recommandations qui en sont sorties être mises en application. En vue de rendre un grand hommage à l'intellect gabonais, le Sénarest, comme à habitude, a décerné un prix à ceux qui font la fierté de l'intellectuel du Gabon. Le prix 2011 revient au professeur Philbert Nan, mathématicien de haut niveau. Était présent Arnaud Babekoum, James Mikiye Sissi. Le Centre national pour la recherche scientifique et technologique, conscient que la science est le socle du développement durable du Gabon dans ce contexte dit de l'émergence. À cet effet, ce centre, la référence en matière scientifique, décerne chaque année le prix portant son nom. La salle de fête du dit centre a servi de cadre aujourd'hui 11 avril 2012 à la remise du prix 2011. Le professeur Daniel Franck Idiata, commissaire général du Sénarest, a tenu d'abord à vanter les mérites du savoir-faire des Gabonais qui malheureusement est méconnu par toutes les couches sociales du pays. Nous ne pouvons pas dans notre pays continuer d'ignorer ceux qui font l'actualité intellectuelle, ceux qui font la conscience scientifique et intellectuelle de notre pays. On a vu il y a quelques jours les larmes de Philippe Maury, qui venait d'avoir eu un prix en France, et disait-il, ce prix est passé sous silence dans notre pays. Nous avons eu deux grands savants gabonais en 2011 qui ont fait la fierté du Gabon à l'international. Aucun organe de presse nationale n'en a parlé quand des journaux américains ont rendu hommage à la compétence gabonaise, à la qualité gabonaise et à l'intellect des Gabonais. Et c'est pour cette raison que le directeur du prix et moi-même avons décidé cette année, pour le lancement de ce prix, de rendre hommage à deux Gabonais qui sont de loin les meilleurs du pays en 2011. Le tour est revenu à la remise proprement dite du prix 2011. Le professeur Philbert Nan, mathématicien de haut niveau, il doit s'être renommé car victorieux du prix mondial Ramadou Djeon, regroupant les mathématiciens. 100 millions de francs avec Abdelazak Albani de l'université de Poitiers. Je pense que le Gabon a été surpris, je vous assure, de savoir que nous avions un aussi grand talent en mathématiques. Tout le monde a été épaté. On croit toujours que le meilleur est à l'étranger. Eh bien, on se trompe. On s'est rendu compte que nous avions le meilleur, l'un des plus grands mathématiciens africains est gabonais. J'ai même envie de dire un des plus grands mathématiciens au monde, parce que ses travaux s'expriment à l'international. J'ai l'insigne honneur, mesdames, messieurs, de vous annoncer que le professeur Philibert Nan a été lauréat d'un autre prix, le prix Ramanujan des mathématiques 2011, qui a été décerné en Inde, parce que M. Ramanujan, qui porte ce nom, était mathématicien indien, mais ce prix a été décerné par l'Académie des sciences de Norvège. Le lauréat du prix 2011 s'est dit satisfait de cette reconnaissance. Le scientifique, en particulier son commissaire général. Renouveler mes remerciements à l'Académie des sciences de Norvège, l'Union mathématique internationale et le Centre international de physique théorique de Trieste pour l'honneur qu'ils me font en m'attribuant le prix Ramanujan des mathématiques 2011. Je voudrais dire que cette récompense prestigieuse qu'est le prix Ramanujan est un signe très fort de l'intérêt que porte l'Académie des sciences de Norvège et l'Union mathématique internationale pour le développement des mathématiques dans notre continent. Espérons que ce prix va inciter la jeunesse gabonaise à aller vers les mathématiques, sciences incontournables dans nos sociétés dites modernes. Dans la capitale économique du Gabon, les sacs en plastique étaient au centre de la réunion tenue la semaine écoulée à la mairie de Port-Gentil. Les détails avec nos confrères de Média Plus Port-Gentil. Après avoir effectué une enquête sur les sachets plastiques sur toute l'étendue de la ville de Port-Gentil en 2007, l'organisation non gouvernementale H2O que préside Henri-Michel Auguste a bouclé ce travail en mai 2008. Cette association s'était basée sur plus de 830 magasins, boutiques, échoppes et utilisateurs quotidiens des sachets.
Des résultats partagés avec la mairie sous l'ère André-Jules Njambé. Donc, c'est suite à cela que les membres de H2O ont été reçus dernièrement par le maire Bernard Aperano. Monsieur le maire avait approché, je vais dire, différentes personnes pour leur parler des sacs d'eau dégradables et compostables, qui serait la solution. Je n'ai pas dit que c'est la panacée. Qui serait la solution, parce que l'avantage, c'est que cela se dégrade réellement. Au bout de 3-4 mois, ils ont complètement disparu. Et l'avantage, c'est que du fait de leur compostabilité, ils produisent de la terre noire, du terreau. Quand on sait que le sac de terreau de 5 kg, je crois que c'est pas loin de 40 000 francs, le petit sac à Sogan ou dans des magasins comme ça, je pense que ça peut être une activité intéressante. Ce que ne font pas actuellement nos oxyos, qui étaient au départ des oxyos dégradables, qui sont devenus des oxyos biodégradables, alors que tout le monde sait très bien que c'est les anciens plus un additif. L'audience accordée par le premier magistrat de Port-Gentil avait aussi pour but de relancer le projet d'une convention avec la mairie relatif à la lutte contre les sachets reconnus comme l'un des fléaux actuels ayant d'énormes conséquences sur l'environnement, et il s'agissait également de parler de l'érection d'un aquarium public qui pourrait être basé à la foire municipale. En répondant aux membres de l'ONG H2O, l'édile de la ville a dit s'appuyer sur ces acteurs au développement. Une ville propre, c'est une ville agréable où les citoyens vivent en parfaite harmonie. Nous allons prendre connaissance de tous ces documents et très rapidement, puisque nous avons l'initiative de convoquer un conseil municipal pour l'autre question, mais nous allons inscrire, après analyse, inscrire cela dans l'ordre du jour du conseil municipal pour pouvoir faire avancer les choses. Vous pouvez être sûr que je vous accompagne dans ce projet. L'objectif du projet est de sauvegarder l'environnement par le remplacement des sachets plastiques par des sachets biodégradables et compostables. Le temps de dégradabilité et de pollution des sachets actuels peut aller de 100 à plus de 400 ans. Grâce à la volonté du chef de l'exécutif, son Excellence Ali Bongo Ondimba, la construction des routes devient une réalité. C'est le cas dans le département de Samba Maouti. Le point avec Anomba Beko et Fleury Assondo. Le réseau routier du département de Tsamba Magoti dans l'Angonier a un visage neuf. En effet, les grands chantiers de l'émergence dans cette partie du territoire sont ininterrompus. Le pays du soleil levant déroule son génie, son savoir-faire. La route reliant Fougamou à Mouila est une preuve que la Chine a eu une expertise considérable quant à la construction des routes. On est tenté de les comparer positivement à nos partenaires des années d'indépendance. L'innovation se trouve non seulement en termes de dimension, mais aussi à la conception de l'ouvrage. Ainsi, au niveau de la chaussée, les voies aller et retour sont d'égale dimension avec les espèces de parking sur les côtés gauche et droite. Ceci permet aux automobilistes de se garer sans toutefois avoir une partie de leur véhicule sur la moitié de la chaussée. Chose impossible avec les sociétés implantées chez nous depuis plus d'un demi-siècle. Suivez mon regard. À l'entrée de chaque village, des espèces de passerelles sont prévues, ce qui permet aux véhicules d'accéder à la cour sans difficulté aucune. Le tout couronné par un traçage millimétré, indiquant aux routiers l'existence d'un virage à gauche ou à droite. On ne peut que dire bravo à Shanghai, au gouvernement de la République et au chef de l'exécutif, car la route vers le développement passe par le développement de la route. Nous repartons à Port-Gentil, mais cette fois-ci avec le sport où les amateurs de bodybuilding, les haltérophiles de Port-Gentil ont décidé de se pourvoir en association sportive légale. Reportage Média Plus Port-Gentil. L'association de l'haltérophilie de Logo-Maritime organise le 17 mars prochain une compétition de ce sport ouverte à tous les amoureux et pratiquants dans la province de Logo-Maritime. Objectif visé, avoir un champion dans chacune des disciplines qui composent ce sport, lesquels pourront représenter la province dans des compétitions nationales et vulgariser celui-ci qui a du mal à s'installer dans le pays. Le projet c'est quoi? On veut lancer un tournoi provincial. On invite les amateurs de la fédération de bodybuilding à venir participer à ce championnat. Les activités qui sont prévues pour le championnat de bodybuilding, développer couché, la barre fixe, les cuisses et puis les épaules. On gagne le tournoi, pourquoi? Parce qu'on a besoin que dans la province de Logo-Maritime, le bodybuilding soit reconnu, surtout dans le Gabon en général, parce que le bodybuilding c'est le sport le plus négligé du Gabon. On a envie d'avoir les meilleurs
dans la muscu, dans le Goué maritime, puisse avoir les meilleurs dans l'international, dans la province, quoi. Du Gabon pour représenter d'autres confrères dans les endroits de l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Ouest. C'est ça l'objectif de ce championnat, quoi. Et pour préparer cette compétition, les haltérophiles de Port-Gentil pourront s'entraîner du 1er au 16 mars et faire leur mise en muscle au club situé à l'école du groupe 3 où un programme a été mis en place par les entraîneurs. Les activités qui vont se présenter du 1er au 17, oui. Ça consiste on va démarrer par le développé couché, le squat, le pile vert, les échevaux lombaires, les dorsaux, les biceps, les triceps. En ce qui concerne les deux premiers jours, bon, les jours suivants, nous allons entamer le squat et nous aimerons que les gens viennent un peu s'inscrire. L'inscription c'est 2000 francs, bon, comme promotion quoi. Nous ouvrons la salle de 16h à 20h, lundi au samedi, 6 sur 7. Il faut souligner que l'haltérophilie est une discipline qui s'installe progressivement dans notre pays, ce grâce à l'engagement de certains compatriotes amoureux de ce sport. Expression libre à présent, que pensez-vous des recommandations adressées par le chef de l'État au ministre de la Justice à propos des crimes rituels? Au micro des Afi Ayant Sessou, Arnaud Bassivabita pour le reportage. C'est des pratiques d'un autre temps, c'est des pratiques évoluées qu'aujourd'hui nous devons changer. Mais je pense que la grande question se pose au niveau de la mentalité. Au niveau de la mentalité, parce que les crimes rituels, c'est des crimes qui perdurent depuis. Ce n'est pas seulement aujourd'hui que nous remarquons les crimes rituels dans notre société. Il faut déjà sensibiliser ceux-là qui, ma foi, vont assurer le Gabon de demain que les crimes rituels ne font pas partie intégrante de la conception émergente du chef de l'État. On vit là vraiment que chaque jour, là, on sort là, vraiment, on craint. Hein? Tu ne peux pas faire un jour, 2 jours sans attendre que non, il y a eu un crime telle place, il y a eu un crime dans un quartier. Vraiment, nous sommes dépassés. Et l'Ambané étant aussi une province réputée pour ses actes, il faut dire, mais je suis un peu sceptique sur, comment dire, une décision ferme, une sanction véritable. Parce que beaucoup connaissent la politique, il faudrait que l'État prenne vraiment une mesure stricte. Si on veut vraiment une chose, il ne faudrait pas une chose de son contraire. Il faut être strict. Partout là où nous marchons là, on est dans l'insécurité maintenant. Ce que moi je dirais seulement au président, qu'il va jusqu'au bout avec sa décision. La question qu'on doit d'abord se poser, c'est que qui fait les crimes rituels? Qui fait les crimes rituels? On doit avoir une réponse à ce problème des crimes rituels là. Mais ce n'est que les gens qui veulent faire asseoir leur pouvoir qui font les crimes rituels. Donc le président, ce qu'il a dit, il doit sérieusement sévir. Il doit sérieusement sévir. Parce que le plus souvent, quand on essaie un peu de faire des enquêtes, ça tombe toujours au niveau de soit des hommes politiques ou bien des hautes personnalités. Voilà, c'est sur cette note d'expression libre que nous mettons un terme à cette édition d'information. Et j'ai eu le plaisir d'être chez vous. Merci encore de l'avoir regardé. Bonne suite des programmes sur TBS, votre chaîne qui voit plus loin, toujours plus loin. Au revoir.